On est dans un train. Une voisine se lève, elle nous demande «Excusez-moi, ça vous dérange de garder un œil sur mon sac le temps que j'aille aux toilettes?» Hmm. Et on répond «Bien sûr, pas de problème», c'est presque un réflexe. Mais après, une fois qu'elle est partie, je me pose toujours la question «Pourquoi?» Ah oui, Pourquoi est-ce que je ressens cette petite obligation de protéger ce sac, alors que, rationnellement, il ne représente rien pour moi? C'est ce genre de geste qui ouvre sur un vertige, en fait. c'est exactement le point de départ de la réflexion. D'où vient ce sens du bien et du mal? On pense tout de suite à l'éducation, la culture, la religion. Les réponses classiques, oui. Voilà. Mais la source qui nous intéresse aujourd'hui, le livre de Stéphane Debeuve, Pourquoi notre cerveau a inventé le bien et le mal, explore une piste beaucoup plus radicale. L'idée qu'on aurait tous, en nous, une sorte de programme biologique, un sens moral inné, façonné par l'évolution et qui nous souffle quoi faire. C'est ça. C'est une idée assez folle quand on y pense. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de prendre cette hypothèse au sérieux, de décortiquer un peu tout ça. Oui, de comprendre ce que serait ce sens, comment il fonctionnerait, et puis surtout à quoi il pourrait bien servir. Alors, pour commencer, cette idée de sens moral, ça vient d'où? En fait, l'idée n'est pas complètement nouvelle. Le philosophe Mencius disait, il y a plus de 2000 ans, les principes moraux plaisent à notre esprit comme le bœuf, le mouton et le porc plaisent à notre bouche. J'adore l'analogie. La morale serait pas une leçon apprise, mais une saveur, quelque chose de quasi instinctif. Exactement. Mais pour qu'on puisse parler d'un sens, au même titre que la vue ou l'ouïe, il faudrait qu'il partage certaines caractéristiques, non? Ça doit être plus qu'une simple métaphore. Absolument. En sciences cognitives, on définit un sens par plusieurs traits. Il est rapide, il est automatique, non conscient et, en principe, universel. D'accord? Et si on plaque cette grille de lecture sur nos jugements moraux, ça fonctionne étonnamment bien. Ah oui, Prenez une situation dramatique. Un enfant est en train de se noyer. La conclusion, c'est mal de ne rien faire, est instantanée. C'est rapide, c'est automatique, on ne peut pas décider de voir la scène comme étant moralement neutre. attendez. Quand vous dites non conscient, ça veut dire qu'on ne sait même pas pourquoi on arrive à cette conclusion, que notre cerveau fait le calcul dans son coin et nous envoie juste le résultat, le verdict? C'est exactement ça. On a accès aux résultats, c'est mal, mais pas du tout au rouage du calcul qui ont mené. Personne ne se dit consciemment bon alors évaluons le coût de mon intervention par rapport au bénéfice sociétal. Non, bien sûr. Non, l'intuition morale est là, brute, immédiate. Ce qui expliquerait peut-être ce phénomène assez troublant que le livre décrit. L'histoire de Jennifer. Oui, Elle est assistante dans un labo de médecine. Un soir, elle est face à un cadavre humain qui doit être incinéré le lendemain. Elle est végétarienne, pour des raisons morales, mais elle se dit que c'est irrationnel de gâcher de la viande déjà morte. ok, je vois où ça va. Alors elle en coupe un petit morceau, le ramène chez elle, le fait cuire et le mange. Et quand on raconte cette histoire, la réaction est quasi unanime. Les gens sont révulsés. Ils condamnent l'acte de Jennifer. Mais quand on leur demande de justifier pourquoi c'est mal, C'est le grand silence. c'est le grand silence. L'histoire est conçue pour court-circuiter toutes les raisons logiques. Il n'y a pas de meurtre, le corps allait être détruit. Pas de risque sanitaire, personne n'est au courant. Voilà, donc personne n'est blessé. Et pourtant, l'intuition c'est mal reste. Waouh! C'est dérangeant. Et en même temps, on est bien obligé d'admettre que logiquement, elle n'a fait de mal à personne. C'est fou comme notre intuition et notre logique peuvent être en guerre. C'est ce que le psychologue Jonathan Haidt appelle l'ahurissement moral. On est moralement abasourdi, convaincu d'avoir raison, mais incapable de le prouver. D'accord. Ça montre bien que le raisonnement vient souvent après l'intuition. Il ne sert pas à trouver la vérité, mais plutôt à justifier une conclusion qui est déjà là. Notre raisonnement agit comme l'avocat de notre intuition, en quelque sorte. C'est une très bonne image, c'est exactement ça. D'accord. Mais cette idée d'une intuition purement interne, ça me semble un peu fou. Est-ce qu'on est vraiment avec ça ou est-ce que c'est juste notre culture qui est tellement ancrée qu'on la prend pour un instant? Comment on fait la différence? C'est la question cruciale, et c'est là que les études anthropologiques et celles sur les très jeunes enfants deviennent passionnantes. Ah oui, L'anthropologue Christopher Beom, par exemple, a passé sa vie à analyser des dizaines de sociétés de chasseurs-cueilleurs. celle qui ressemble le plus à nos lointains ancêtres? Exactement. Et malgré leur diversité, il a trouvé un syndrome égalitaire quasi universel. Partout, on rejette la domination, on valorise le partage. Il y a cette anecdote incroyable dans le livre sur un guide du peuple cri au Canada.
Oui, racontez. Après avoir partagé toute sa nourriture avec deux inconnus, un anthropologue lui demande pourquoi il a fait ça. Et le guide se met dans une colère noire. Pas une petite irritation, hein, une vraie colère. D'accord. Il a répondu un truc comme imaginez ne pas leur donner. Ce serait être juste mort à l'intérieur. La question même de ne pas partager lui semblait inhumaine. Ça suggère une base très très profonde. Mais le plus stupéfiant, c'est de voir à quel point ça apparaît tôt. C'est là qu'on arrive aux études sur les bébés. Les études sur les bébés sont sans appel. Alors là, on touche à quelque chose de dingue. On parle de bébés de 6 mois. Avant même de savoir dire papa ou maman, ils auraient déjà un parti pris pour les gentils. Précisément. Dans des expériences célèbres, on leur montre un spectacle de marionnettes. Une marionnette essaye de grimper une colline, une autre, l'aidante, vient la pousser. Pour l'aider. Voilà. Puis on rejoue la scène, mais avec une marionnette entravante qui la pousse vers le bas. Et ensuite, on présente les deux marionnettes au bébé. Et dès 6 mois, une très large majorité tend la main vers la marionnette qui a aidé. C'est incroyable. Et ça ne s'arrête pas là, si je me souviens bien. Non, à 1 an, on leur montre une marionnette qui distribue des bonbons. Soit elle fait un partage équitable, soit un partage inéquitable. Spontanément, les bébés préfèrent celle qui a partagé équitablement. Et il y a aussi cette histoire de distinction entre les règles. Oui, les enfants, très jeunes, font une distinction fondamentale entre deux types de règles. D'un côté, les règles conventionnelles, comme on ne vient pas en pyjama à l'école. Ok, ça c'est une règle sociale, arbitraire. On pourrait décider du contraire. Exactement. Si vous leur dites, la maîtresse a dit qu'aujourd'hui tout le monde pouvait venir en pyjama, ils acceptent. Mais de l'autre côté, il y a les règles morales. Comment on ne frappe pas ses camarades? Voilà. Et si vous leur dites, la maîtresse a dit qu'aujourd'hui on avait le droit de frapper les autres, là ils vous répondent que non, ça reste mal. Ah d'accord. Même si l'autorité le permet, même si Dieu le permettait, ça resterait mal. Ils comprennent qu'il y a une différence de nature. Ce n'est pas juste une liste apprise par cœur. D'accord, je suis convaincu, il y a des preuves assez solides pour un sens moral universel et précoce. Mais alors, ça nous amène à une contradiction énorme. Là voilà. C'est résumé par un commentaire YouTube cité dans le livre et je le trouve parfait. Si on a tous la même morale, pourquoi y a-t-il de pires salauds? Le monde devrait être rempli de bisounours. C'est la question qui tue. Comment on réconcilie cette idée de programme universel avec, la réalité du monde, quoi? La réponse que propose l'auteur est de changer de métaphore. Il ne faut pas voir le sens moral comme un livre de commandements, mais plutôt comme un algorithme, un programme de calcul universel. L'algorithme est le même pour tout le monde. Mais le résultat qu'il produit, lui, peut varier énormément. C'est exactement ça. Un algorithme, l'idée me fait un peu tiquer. Ça sonne tellement froid, mécanique. Ça ne retire pas toute l'humanité, l'émotion, de la morale. C'est une excellente objection. Mais algorithme, ici, ne veut pas dire froid ou sans émotion. Ça veut dire un ensemble de règles de calcul. Nos émotions, comme l'empathie ou la colère, sont des composantes essentielles de cet algorithme. Ce sont des variables dans le calcul? En quelque sorte, elles sont le moteur qui nous pousse à agir. L'intérêt de cette métaphore, c'est qu'elle explique la variabilité. Le résultat d'un algorithme dépend de deux choses, le programme lui-même et les données qu'on lui fournit. D'accord. Donc si le programme est universel, les variations viennent d'ailleurs. Voilà, il y a deux grandes sources de variation. La première, c'est que l'algorithme moral n'est pas seul à bord. C'est ce que les psychologues évolutionnistes appellent le parlement des instincts. Le parlement des instincts. J'aime bien l'image. La voie de la morale est en compétition constante avec d'autres voies. L'égoïsme, l'instinct de survie, la protection de nos enfants. Walter White dans Breaking Bad. C'est l'incarnation de ce conflit. C'est un exemple parfait. Son sens moral lui hurle que ce qu'il fait est mal, mais son instinct de protection paternelle hurle encore plus fort. Le sens moral peut donc se faire mettre en minorité dans le parlement interne. C'est une première explication. Et la deuxième? La deuxième, et c'est le point le plus important, ce sont les entrées de l'algorithme. Le programme est peut-être le même, mais les informations qu'on lui donne à traiter, nos croyances, notre culture, le contexte, peuvent être radicalement différentes. Donnez-moi un exemple. Prenons la perception des pauvres. Le principe moral de base, il faut aider les gens qui n'ont pas de chance, est très répandu. Oui, Mais en Europe, la croyance dominante est que la pauvreté est surtout due à la malchance, au système. Aux États-Unis, la croyance en la paresse comme cause principale est plus forte. L'algorithme de base est le même. mais nourri avec ces deux croyances différentes, il produit deux résultats opposés. Exactement.
L'Européen sera plus enclin à soutenir les aides sociales, l'Américain sera plus réticent. Ils ne sont pas en désaccord sur la morale, mais sur les faits. Donc on peut avoir le même logiciel moral, mais des visions du monde totalement différentes qu'ils nourrissent. Et ça change tout. Ça explique aussi des pratiques qui nous semblent barbares, comme l'abandon des personnes âgées chez certains peuples inuits. Précisément, sorti de son contexte, c'est un acte d'une cruauté monstrueuse. Mais dans le contexte d'un environnement extrême où la survie du groupe entier dépend de sa mobilité, Où une personne trop faible peut condamner tout le monde. voilà, l'acte change de signification. C'était une nécessité tragique, souvent demandée par la personne âgée elle-même. Le contexte, c'est une donnée cruciale pour l'algorithme. On arrive donc à un point fondamental. Si ce sens moral existe, s'il a été sélectionné par l'évolution, il doit avoir une fonction. Il doit servir à quelque chose. Et là, on tombe sur un paradoxe énorme. Le paradoxe de l'altruisme. Oui. La morale, c'est souvent coûteux. Le partage, ça veut dire donner de ses ressources. La sélection naturelle, c'est la survie du plus apte. Comment un trait qui nous pousse à nous sacrifier a pu être favorisé? Comme le disait un biologiste, les héros morts ne font pas d'enfants. Il doit donc y avoir un bénéfice caché, et un bénéfice suffisamment grand. La théorie dominante, c'est celle du marché des partenaires de coopération, Expliquez-nous ça. dépend de notre capacité à coopérer. Dans ce contexte, être choisi comme partenaire de coopération est un avantage immense. Et la morale serait une sorte de publicité. Regardez comme je suis fiable, honnête et généreux. Faites équipe avec moi. C'est exactement l'idée. Afficher un comportement moral, c'est construire une réputation qui attire les meilleurs partenaires. L'histoire de ces fut le chasseur embouti qui triche en plaçant son filet avant les autres. Ah oui, elle est parfaite celle-là. Sa punition n'est pas physique, c'est bien pire, c'est l'ostracisme. On l'ignore, on se moque de lui, on le menace de l'exclure. Pour un chasseur-cueilleur, l'exclusion, c'est une condamnation à mort. Sa réputation est détruite. Complètement. Pour survivre, il doit prouver qu'il est redevenu digne de confiance. D'accord. Mais alors, si tout est une question de réputation, qu'est-ce qu'on calcule vraiment? Est-ce que c'est juste un simple « je te donne ça, tu me donneras ça plus tard » C'est beaucoup plus subtil. Et c'est là qu'intervient la théorie la plus unificatrice du livre. Elle suggère que la fonction ultime du sens moral est de gérer un concept bien connu en économie, le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité? C'est un peu comme choisir de passer sa soirée à réviser. Le coût, ce n'est pas juste l'effort, c'est aussi de renoncer à la super soirée entre amis qui se passe en même temps. C'est ça? C'est exactement ça. Le coût d'opportunité, c'est la valeur de la meilleure alternative à laquelle on renonce. Quand je choisis de coopérer avec vous pendant 1 heure, mon coût n'est pas seulement cette heure. C'est le bénéfice que j'aurais pu obtenir en passant cette heure avec quelqu'un d'autre. La valeur de mon plan B, en somme. Parfaitement résumé. Et le rapport avec la morale? Oui, j'y viens. L'hypothèse est la suivante. Notre sens moral serait un algorithme spécialisé pour calculer et gérer ces coûts d'opportunité. Une situation nous semble juste quand chaque partenaire estime que le bénéfice qu'il tire de la coopération est supérieur ou égal à son coût d'opportunité. Autrement dit, quand personne n'a l'impression de se faire avoir. C'est ça. La morale serait la boussole qui nous guide dans ces calculs extraordinairement complexes. Et cette idée permettrait d'éclairer des énigmes comme le fameux dilemme du tramway. Totalement. Alors, je résume. Un tramway fonce vers 5 personnes. On peut actionner un levier pour le dévier sur une autre voie, où il n'y a qu'une seule personne. La plupart des gens disent qu'il faut actionner le levier. Oui, un mort vaut mieux que 5. C'est un calcul simple. Mais deuxième scénario, le tramway fonce toujours vers les 5 personnes. Cette fois, on est sur un pont, au-dessus de la voie, à côté d'une personne très corpulente. Si on la pousse, son corps arrêtera le tramway. Même résultat. Un mort pour 5 sauvés. Mais là, La plupart des gens disent que c'est moralement inacceptable. pourquoi cette différence si le bilan comptable est le même? Si la morale n'était qu'un calcul de vie sauvée, il n'y aurait aucune différence. Mais la théorie du coût d'opportunité offre une explication lumineuse. Dans le premier cas, la personne seule sur l'autre voie est déjà dans une situation terrible. Elle est déjà en danger. Oui. Mais dans le second cas, la personne sur le pont est en parfaite sécurité. Elle n'est impliquée en rien. La poussée sur la voie lui impose un coût d'opportunité infini. Elle passe de la sécurité totale à la mort certaine. Notre sens moral ne fait pas qu'une simple comptabilité des morts. Non, il détecte cette injustice fondamentale qui consiste à imposer un coût d'opportunité colossal à quelqu'un qui n'avait rien demandé.
On est donc parti d'un simple geste, surveiller un sac, pour arriver à une idée d'une puissance folle. Notre sens du bien et du mal serait en fait un algorithme biologique, une boussole interne façonnée par l'évolution pour nous aider à naviguer dans le jeu extraordinairement complexe de la coopération. C'est un renversement complet de perspective. La morale ne serait pas d'abord une question de grands principes abstraits, mais une réponse à un problème très concret. Comment choisir ses partenaires et s'assurer que la coopération est mutuellement profitable? Ce qui nous laisse avec une dernière pensée pour la route. Si notre sens de la justice est au fond un calculateur de coûts d'opportunité, qu'est-ce que cela signifie pour nos grands débats de société? Quand on s'écharpe sur ce qui est juste, est-ce qu'on se dispute vraiment sur des valeurs irréconciliables ou est-ce qu'on est simplement en train de nourrir notre algorithme moral universel avec des informations, des croyances et des perceptions du monde radicalement différentes?